21h passé de 16 minutes sur CNews, place à notre débat. Emmanuel Macron joue les équilibristes. Le gouvernement ne souhaite pas reculer sur les taxes du carburant, mais entend, et ça c'est nouveau, réfléchir à accompagner les automobilistes. Geste salvateur ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a entamé, vous le savez, son marathon de régions, 17 villes en l'espace de 6 jours, mais un président qui n'est pas encore parti au contact des Français qui ont pris date. Ce sera le 17 novembre prochain. Est-ce que cette date peut compter dans le quinquennat Macron? Est-ce que tout peut basculer? On en parle avec nos invités. Alexandra Motin, bonsoir. Député de La République En Marche de l'Isère. Pierre Jouvet, bonsoir. Porte-parole du PS, conseiller départemental de la Drôme. Et Edwige Diaz, bonsoir. Conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Pas mal de pétitions, pas mal de coups de gueule aussi. Regardez. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changements climatiques. Alors Sandra Motin, avant de parler du fond, peut-être de la forme, est-ce que la secrétaire d'État, est-ce que la ministre a raison de répondre comme ça via les réseaux sociaux? Ouais, moi je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que... Ça fait cool. Au-delà de ça, ça touche vraiment les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Tout le monde ne regarde pas forcément, hélas, votre JT sur les chaînes info. Tout le monde ne lit pas la presse quotidienne régionale. Donc, on essaye de trouver tous les vecteurs qu'on peut. Et je pense que nous-mêmes, en tant que députés, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à essayer d'expliquer finalement notre politique. Donc, que la ministre vienne en appui, je trouve ça plutôt bien. Vous êtes d'accord avec ça, tous les deux? J'ai les réseaux sociaux, là-dessus, bon, il n'y a pas d'attaque vis-à-vis du gouvernement. Utiliser les différents outils. Bon, est-ce que vous défendez aujourd'hui l'indéfendable? Non. Ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle ensemble, que vous venez sur ce plateau, vous et tous vos collègues de La République En Marche. Même vous, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'exécutif fait en décalage? Vous n'avez pas envie de demander un assouplissement, effectivement, de la politique du gouvernement? Non, moi je pense qu'on a vraiment un objectif qui est très clair, qui est important. Tenir bon, on y va. C'est important parce que c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Quand il y a 600 000 enfants qui meurent tous les ans dans le monde à cause de la pollution atmosphérique, c'est important que pour la première fois, et c'est la première fois cette année, qu'on fait rentrer le problème de la pollution atmosphérique dans le projet de loi de finances. Alors vous me direz, c'est peut-être pas le meilleur vecteur, mais n'empêche que c'est là qu'on prend. Ça, ils n'entendent pas, les Français. Vous entendez leur colère, ils l'entendent pas. Et j'entends bien la colère des Français. Maintenant, on a été aussi élus pour faire des changements, pour changer les choses. Make our planet great again, c'était pas qu'un slogan. C'est aussi un engagement qu'on a vis-à-vis des Français, vis-à-vis du reste du monde, de nos partenaires européens, de faire ce changement pour aussi que notre planète, on n'a pas de plan B, on le sait bien. Donc il faut qu'on préserve notre planète pour autant. Et moi, je le sais parce que dans le plan de financement, on a déjà un certain nombre de mesures d'accompagnement des Français. On parle beaucoup de la prime à la conversion, mais il n'y a pas que ça. Il y a plus de 2 milliards d'euros qui sont dans le budget aujourd'hui affectés aux prêts à taux zéro, donc à l'éco-PTZ, pardon, à l'ANA, donc pour aussi faire de la rénovation des bâtiments, à un plan spécifique de rénovation des bâtiments de plus de 800 millions. Donc, on a déjà beaucoup de choses. Maintenant, qu'on ait besoin d'autres outils encore et qu'on se donne la possibilité d'aider un peu plus les Français, tant mieux. Et effectivement, on a déjà commencé, nous, à pousser des idées auprès du gouvernement. Vos contradicteurs sont très polis ce soir, vous en laissez aller jusqu'à la fin de votre démonstration. Moi, je vous propose ce chiffre. Regardez les bénéficiaires, effectivement, de la recette de la TICPE en 2019. Regardez ce chiffre, 19,1% seulement pour la transition écologique. J'ai dit seulement. J'ai raison de le dire ou pas seulement? Non. C'est 19% pour la transition écologique, mais quand on parle des collectivités, et monsieur ne me démentira pas, les départements qui entretiennent nos routes, c'est aussi important. Les régions qui font les transports en commun et qui s'occupent justement de faire du transport du quotidien, c'est important aussi qu'ils aient les moyens, par ces taxes-là, de pouvoir financer tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à un braquage fiscal. Aujourd'hui, je crois que les Français n'en peuvent plus. Mais c'est plus global que la simple question de l'essence. Je pense que c'est une question de pouvoir d'achat dans son ensemble. On a une grande majorité de Français qui, malheureusement, voient son pouvoir d'achat baisser. Mais sur l'essence, déjà. Aujourd'hui, sur l'essence, on veut culpabiliser les Français individuellement. Je pense que nos concitoyens sont aujourd'hui bien conscients de la nécessité de prendre en compte les questions de transition écologique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'opère pas les bons choix. On parle de la ville de Marseille aujourd'hui de manière tragique. Est-ce que vous savez qu'à Marseille, il y a 400
150 croisières qui s'arrêtent chaque année. Un bateau de croisière, c'est l'équivalent de pollution, même à l'arrêt, même en stand-by au port, de 1 million de véhicules. Ça, c'est aujourd'hui, mais c'est pas vérifié. C'est France Nature Environnement qui le dit. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place pour taxer ça. C'est faux. Le kérosène dans notre pays n'est pas taxé. Alors, qu'est-ce qui est mis en place? Le kérosène sur les avions, par exemple, n'est pas taxé. Donc aujourd'hui, on veut culpabiliser. Non, mais je veux dire, on veut culpabiliser les gens. On veut faire payer à ceux qui payent déjà beaucoup et on ne va pas taxer réellement pour la transition écologique demain. Et c'est ça l'échec de cette politique. En l'occurrence, sur les bateaux et donc sur le transport maritime, c'était justement le thème des discussions générales de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Très clairement, on propose et on a voté un suramortissement pour... donc ça veut dire que les compagnies qui achètent des cargos ou des bateaux de croisière qui vont avoir comme carburant du GNV, notamment donc du gaz naturel, ou des carburants non polluants, en fait, vont pouvoir plus facilement amortir ces achats-là. Donc, ils vont pouvoir rééquiper leur flotte. Donc, du coup, nous aidons aussi à la transition écologique et énergétique. Mais eux, ils ne sont pas taxés comme les Français. Moi, ce que je vois, tout ça, c'est bien beau, mais qu'on passe par les réseaux sociaux ou qu'on passe par des communiqués de presse officiels, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est un véritable matraquage fiscal qui s'opère sur les automobilistes. Ça fait suite au passage des 80 km/h qui ont rempli les poches des radars, à l'augmentation du prix de la carte grise ou encore du contrôle technique. On voit bien l'hypocrisie du gouvernement qui, sous couvert de transition énergétique, finalement sert ses propres intérêts financiers pour plaire à Bruxelles. Et en effet, et c'est M. Hulot qui le disait, la politique de transition énergétique n'est pas efficace. On ne taxe pas donc, pour le maritime, on ne taxe pas non plus le kérosène pour l'aérien. Donc il y a véritablement des choix politiques qui sont faits. Et à partir du moment où on intègre le volet financier et l'aspect idéologique aussi dedans, on voit bien que c'est une transition énergétique à géométrie variable. La voiture, c'est le dernier espace de liberté des Français. 70% des Français utilisent leur voiture pour aller travailler. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas dire aux gens n'utilisez plus de votre voiture et utilisez par exemple un vélo sur lequel vous allez mettre des cartes grises aussi. On ne peut pas dire aux Français ne prenez pas votre voiture et utilisez votre train. Mais d'ailleurs, quel train ? Les gares TER ferment. Vous me dire, Madame la conseillère régionale, c'est vous qui en avez la gestion. Écoutez, je vais vous le dire, l'exécutif PS dans lequel, au conseil régional où je fais partie, ils nous le disent, il n'y a plus d'argent. L'État ne nous met plus à disposition l'argent nécessaire pour les régions ont contribuer. Eu plus de dotations l'année dernière et en auront plus encore cette année grâce à la reprise de la consommation. Expliquez-moi pourquoi les élus locaux ont lancé l'appel de Marseille. Moi, je vois des élus locaux qui souffrent, qui ont claqué la porte des conférences nationales des territoires, qui sont mécontents vis-à-vis du pacte de contractualisation, qui ont lancé cet appel de Marseille. C'est certainement pas parce que les dotations vont augmenter. Votre réponse, Sandra Motin. Alors, sans idéologie aucune, parce que c'est important. D'abord, la trajectoire sur le carbone, ça a été voté l'année dernière, donc avec Nicolas Hulot, bien évidemment. Donc, il sait très bien quelle est l'efficacité, justement, de cette taxe. Pour autant, il n'y a pas de matraquage fiscal particulier. Enfin, moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que cette taxe, aujourd'hui, qui représente 7 centimes par litre sur du diesel, ce qui est le carburant le plus utilisé par les Français, c'est en réalité une augmentation qui a eu lieu en janvier. En janvier, personne ne nous en parlait. On nous en parle aujourd'hui. Qui va réaugmenter en janvier. Parce que... Et puis le précédent gouvernement était d'accord avec ça. Non, mais c'est pas que ça. On nous en parle aujourd'hui. Non, c'est nous qui l'avons augmenté au 1er janvier 2018. Mais très clairement, on nous en parle aujourd'hui parce que le prix du baril a flambé depuis 8 mois et que vous êtes vraiment dans la le déni, hausse, elle est beaucoup plus importante. Ne pas voir que les Français souffrent, c'est être vraiment dans le déni. Non, je vois que les Français vous pratiquez souffrent. Par contre, une écologie punitive. Mais je vais vous dire, je ne sais pas si Édouard Philippe a autant culpabilisé que ça quand il a pris son vol Paris-Tokyo à 350 000 euros. On va laisser Sandra Motin répondre et après on va écouter Pierre Jouvet. Ce qui est quand même important, c'est que non, il n'y a pas d'écologie punitive. Non, on n'est pas en train de dire aux Français et de montrer des Français du doigt. Par contre, on est aussi en train d'accompagner et d'impulser
impulser un changement de société profond qui fait qu'effectivement, il faut qu'on se pose des questions, comme on l'a fait sur la loi pour l'agriculture et l'alimentation. On se pose des questions sur la qualité de ce qu'on mange, sur notre façon de consommer. De la même manière, la loi sur les mobilités va accompagner des changements dans les modes de déplacement. Et vous, en tant qu'élus locaux, vous allez avoir une véritable responsabilité. Savez, en tant qu'élu local, madame, j'habite à Saint-Vallier dans la Drôme. Je fais mon plein d'essence, je pense, comme vous. Oui. Et ce que je vois, c'est aujourd'hui des Français qui mettent de l'essence par coût de 15 à 20 euros. Ce que je vois, c'est que pour remplir une Renault Mégane... Non, mais moi, je le voyais moins. Ce que je vois, c'est que pour remplir une Renault Mégane, ça coûte 80 euros et qu'il faut une journée de SMIC pour un Français. Ce que je vois, c'est que vous avez fait, cette année, sur le budget, 4 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches des Français. Et que vous allez encore une fois, bien sûr, en supprimant l'ISF, en mettant en place la flat tax, mais c'est la même logique qui réside de tout ça. Vous avez décidé de taxer les gens. Non, parce que la croissance est à l'arrêt. La croissance est à l'arrêt. Vous êtes obligé. Le chômage augmente. La croissance est à l'arrêt. Vous êtes obligé d'aller taper dans les poches des Français. Vous allez chercher dans les poches des Français pour ponctionner ces choix. Alors, attendez. Ce sont des choix. Les choix politiques que vous faites sont des choix politiques libéraux. Je vais vous arrêter tous les trois. Excusez-moi, j'aimerais qu'on parle de solutions et des petites phrases. Effectivement, il y a eu celle du président de la République. Et même Macron qui a parlé, il a dit qu'il préférait la taxation de carburant à la taxation du travail. Écoutez Xavier Bertrand qui a tenu à lui répondre aujourd'hui. Taxer le carburant, c'est aussi taxer le travail. Parce que quand vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, je suis désolé, c'est aussi taxer le travail. Vous savez, il y a des gens, quand ils travaillent postés. Tiens, vous prenez, le président de la République va se rendre à Maubeuge cette semaine. Vous habitez Maubeuge, vous allez travailler à Valenciennes, vous travaillez dans l'industrie, vous travaillez posté. Quand vous mettez en route à 5 heures du matin, il n'y a pas de train. Donc vous avez absolument besoin de votre voiture pour aller travailler. Et quand vous faites le compte, quand vous enlevez les frais de transport, les frais de carburant, et là les gens vous disent, moi je travaille mais j'ai des frais en plus. Voilà, Xavier Bertrand, c'était ce soir chez nos confrères d'Europe 1, et lui qui propose une aide de 20 euros par mois, et cela sous condition, on va découvrir justement ces conditions à l'antenne. Il a raison ou pas ? Écoutez, non, parce que effectivement, nous, quand on dit qu'on veut arrêter de taxer le travail, c'est-à-dire que on va faire en sorte que les entreprises arrêtent de payer 22 taxes qui n'ont plus aucun intérêt, qui coûtent plus cher d'ailleurs à recouvrer que ce qu'elles rapportent. Et ces propositions, elles sont bien ? Est-ce qu'il faut s'inspirer justement de ce qu'il fait ? Je sais que le président Macron en a parlé. Ça fait partie de solutions effectivement qu'on pourrait mettre en place, sur lesquelles on est encore en train de réfléchir. Et j'ai moi-même fait des propositions aujourd'hui au cabinet, parce que j'ai aussi cette expérience de voir des gens partir tôt le matin, commencer tôt en travail posté. Je sais ce que c'est. Je sais qu'il y a aussi des entreprises, et c'est le cas d'ailleurs sur mon territoire, notamment en logistique, qui organisent des transports collectifs pour emmener des gens, parce que souvent, ils habitent dans un rayon de 5 à 10 km. Donc, c'est aussi possible. Et ça fait partie aussi des mesures qui peuvent être mises en place par les entreprises pour réduire les frais d'essence de leurs collaborateurs. Et puis, c'est meilleur pour l'écologie. Quelles solutions avez-vous élaborées, vous, en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'il faut attendre les solutions du gouvernement ou est-ce qu'il faut prendre les devants, comme le fait Xavier Bertrand ? Les mesures avancées par les Républicains sont des gadgets. C'est pas ça qui fera la différence. Et vous proposez quoi, vous, en Nouvelle-Aquitaine, alors ? Parce qu'en moi, je ne fais pas partie de l'exécutif socialiste de Nouvelle-Aquitaine, qui, lui, a décidé d'augmenter... Ils ont augmenté la taxe TICPE au maximum. Moi, déjà, je voudrais apporter de la considération aux Français. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'il assume de taxer le carburant, ça ressemble un petit peu à du foutage. Quand vous dites que vous refusez de taxer le travail, c'est faux. Quelles sont vos solutions, Madame Diaz ? Vous avez augmenté la CSG. Nous n'aurions pas augmenté la CSG. Nous serions aux côtés des agriculteurs. Vous avez voulu supprimer le dispositif TOD. C'est celui qui permet aux agriculteurs une suppression. Sur le carburant, vous parliez du PS, effectivement, de l'Aquitaine. Mais c'est un choix politique, c'est un choix politique. On n'a pas besoin d'augmenter concrètement, c'est quoi aujourd'hui ? Ne pas augmenter autant cette taxe. Aujourd'hui, une chose est sûre. En termes de propositions, moi, je vais vous en faire quelques-unes. Moi, je veux dire une chose simple. C'est que la politique qui est menée, c'est que c'est plus facile de taxer les Français que de taxer les 9 milliards d'euros de bénéfices de Total, que de taxer KLM ou que de taxer Costa Croisière. Aujourd'hui, les propositions, elles peuvent être de deux ordres. Reprendre la convention de Chicago sur la taxation liée au kérosène. Quand un avion atterrit dans notre pays, le kérosène n'est pas taxé en France chaque année.
c'est une manne financière qui pourrait représenter 2 milliards d'euros. Un avion consomme beaucoup plus, mais il ne faut pas se résigner. Deuxièmement, il faut reprendre la question de la TVA. La TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité. Et bien sur des produits de première nécessité, on pourrait très bien dire, par exemple, que tout ce qui est achat demain de véhicules neufs, qui seraient des véhicules non polluants, qui favorisent la transition énergétique, soit proposé, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, rapidement la réponse. 500 euros, c'est un gadget. Une TVA à 5,5, ça permet aux Français de renouveler le parc de voitures. Si on faisait de bonnes économies sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur la fraude sociale et fraude fiscale, nous n'aurions pas besoin. Écoutez, pensez à recouvrir la fraude fiscale et la fraude sociale, baisser l'immigration massive. Et d'ailleurs, ça va mieux. On va avancer, s'il vous plaît, le deuxième sujet avec les professeurs du lycée, Marcel Le Trio d'Austin, qui seront de nouveau en grève demain, comme aujourd'hui, des profs qui souhaitent absolument dénoncer la nomination d'un ex-gendarme au poste de professeur adjoint de leur établissement. Est-ce que de la provoque ou pas, on en parle dans un instant. À tout de suite. En plus, on n'apporte pas du tout de réponse. Il va venir pour faire quoi? Alors que là, le problème, c'est un manque d'effectifs de profs. Allez, 21h35, c'est parti pour la deuxième partie de notre débat. Toujours avec Pierre Jouvet, porte-parole, secrétaire national du PS, conseiller départemental de la Drôme. Et Louis Diaz, conseiller régional du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine, et Alexandra Motin, députée La République En Marche de l'Isère. Les professeurs du lycée Marcel Le Trio d'Austin seront de nouveau en grève, et cela demain. Des profs qui souhaitent tout simplement dénoncer la nomination d'un ex-gendarme au poste de proviseur adjoint de leur établissement. Est-ce de la provoque ou pas? Écoutez le sentiment du maire de la ville. La provocation, c'est de nommer justement un ancien militaire au sein de l'éducation nationale. Le métier d'enseignant, le métier d'assistant d'éducation ne s'improvise pas. Tout comme le métier de gendarme ou de policier ne s'improvise pas. Donc chacun a sa place. Et moi, ce qui m'inquiète quelque part, c'est que là, c'est un début d'un processus. Donc si ça continue comme ça, certainement que demain, nous allons transformer nos lycées en prison. Alors Edwige Diaz, c'est de la provoque ou pas? Surtout ce qui est de la provocation, c'est de voir l'attitude de ces enseignants qui sont pas majoritaires, puisqu'on assiste aujourd'hui à un véritable ensauvagement de la société qui se traduit dans le milieu scolaire. C'est quoi l'ensauvagement? J'entends beaucoup ça en ce moment au Rassemblement national. L'ensauvagement, c'est quoi? Là, ce qui a conduit à la nomination de cet ex-gendarme, c'est le contexte de violence exacerbée dans lequel évolue ce lycée. On a eu un élève agressé au coup de marteau, à la machette, des coups de feu. Enfin, on avait les zones de non-droit. C'était à l'extérieur du lycée. De non-droit. Oui, c'était juste devant. Et quand on voit la politique qui a fait des ravages menée par le Parti communiste. Ils ont plus de 84%, je crois, un taux de réussite au bac. Je crois que ça se passe bien. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'on le donne à tout le monde. Ils n'ont pas tous 84% de réussite. Le nivellement par le bas du niveau scolaire se voit quand même. Donc aujourd'hui, c'est ensauvagement. On nous demande de ne pas faire de vagues. On avait le vivre ensemble. Nous, on aspire juste à du vivre en paix. On voudrait que l'uniforme soit respecté et surtout que les professeurs puissent travailler dans des conditions sereines pour pouvoir enseigner correctement aux élèves. On va écouter le recteur de l'académie. Comme toute personne qui arrive comme personnel de direction, il y a une formation de 2 ans qui s'engage. C'est une formation par alternance, avec bien entendu un temps conséquent en établissement. Et puis ensuite, l'organisation de séminaires, de temps de formation au niveau académique ou au niveau national à l'école supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à Poitiers. Sandra Motin, est-ce qu'on en fait trop autour de cette nomination de cet ex-gendarme qui va finalement être le, pas 2e, mais 3e adjoint au proviseur? Moi, je voudrais juste rappeler 2-3 choses. Rien que dans les faits, effectivement, vous avez parlé d'une agression qui a eu lieu hors des murs du lycée, un sentiment d'insécurité qui avait été relayé par les parents, par les professeurs, qui avait été entendu au mois d'avril 2018 avec un CLSPD qui s'était réuni, donc une commission spécifique pour la sécurité. Qui avait pris un certain nombre de dispositions, notamment de remettre des forces de police plus proches de l'établissement à des moments précis de la journée, entrée-sortie du lycée, puisque les élèves étaient en insécurité. Les professeurs demandaient eux-mêmes du renfort en termes d'encadrement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre leur mouvement, puisqu'ils ont cette personne en plus qu'ils réclamaient à 50% de son temps. Ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui non seulement a été formé, mais qui en plus de ça a des compétences particulièrement intéressantes dans le contexte qu'ils ont dénoncé eux-mêmes. Et je tiens à dire quand même que ce monsieur, ce professeur adjoint,
va avoir une mission pour 50% de son temps auprès des autres établissements pour faire justement ce lien avec la police, avec les quartiers, en fait avec les conseillers des quartiers, avec les associations. Donc pour vous, c'est une bonne idée. La justice, bien sûr, puisqu'il va faire de la prévention sur l'ensemble du bassin de vie. Donc oui, c'est une bonne idée et je ne comprends vraiment pas aujourd'hui la réaction des professeurs et la crainte qu'ils ont. Pierre Jouvet, c'est une bonne idée ou pas? Aujourd'hui, déjà, moi je ne veux pas brimer ce monsieur qui est proviseur adjoint, puisque le recteur l'a rappelé très justement, il a fait sa formation. Donc il faut aussi faire attention, parce qu'on jette beaucoup de choses à la vindicte populaire. Mais il a fait sa formation, et donc cette formation lui permet aujourd'hui d'exercer son métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a peut-être des difficultés dans l'enseignement secondaire dans notre pays, avec la suppression de postes qui existent. 2600 postes dans les lycées en France ont été supprimés. Donc aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il faut remettre plus de pédagogie, plus d'éducation, plus de moyens dans l'école. C'est pas ni en mettant des barbelés, ni en mettant des caméras dans les lycées, comme veut le faire par exemple Laurent Wauquiez. C'est pas ce que vous faites, vous, madame. Mais il y a un moment, la politique, c'est aussi global. Il n'y a pas vous et la dame. Parce que madame fait tout à l'heure une déclaration, non mais sur aussi le Front National, où on a l'impression que ce pays va exploser en sauvagement, etc. Il y a un moment, il faut remettre un peu de la stabilité. Non mais moi je me voile pas la face. J'ai un collège, un lycée dans la ville dans laquelle je suis élu. C'est pas une ville tous les jours facile. Je vois aussi ce qu'il en est. Non mais il y a un moment, on doit aussi remettre la priorité liée à l'éducation. Mais il peut y avoir de la violence. Mais vous avez tout à l'heure pris les exemples de la violence à l'extérieur de l'école. Aujourd'hui, on doit mettre des forces de l'ordre, des moyens supplémentaires. On doit... Non, mais ça, c'est inadmissible. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est inadmissible. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez armer les professeurs? Qu'est-ce que vous voulez faire pour aller plus loin? Moi, ce que je veux, c'est donner à l'école et aux élèves les moyens de réussir. C'est ça qu'on doit faire dans ces quartiers. C'est pas faire peur aux gens comme vous le faites de manière constante. Donc, il ne faut pas créer des fausses... Les professeurs doivent... Allez, clairement, je ne veux pas vous mettre d'accord. Je propose d'écouter justement la réaction de cet habitant de Stein, qui ne comprend pas effectivement la nomination de cet ex-gendarme. En plus, on n'apporte pas du tout de réponse. Il va venir pour faire quoi? Alors que là, le problème, c'est un manque d'effectifs de profs. Et puis, les profs, les élèves, du moins les élus, n'ont jamais demandé plus de sécurité dans le lycée. Dans le lycée, il n'y a pas de violence dans le lycée. Les seuls faits de violence étaient à l'extérieur, et c'est des bandes qui se sont... deux bandes de différentes cités, comme il y a eu, hélas, dans les actualités, nous l'ont montré. Alors, voilà, donc, mais dès qu'il y a une bagarre devant un lycée, on va le sécuriser, on va mettre un mirador, on va mettre des... C'est bizarre. Ah, vous ne comprenez pas cette polémique, Sandra Motin, mais vous comprenez tout de même l'incompréhension de ses habitants? J'entends surtout un discours qui est très différent de celui qu'ils ont tenu en avril. Parce qu'en avril, au contraire, ils demandaient de la sécurité, ils demandaient d'ailleurs un assistant pédagogique, ils ne demandaient pas du tout des profs. Donc ils demandaient au contraire quelqu'un qui soit là plus pour faire de la sécurité à l'entrée de l'établissement. Donc en l'occurrence, on répond à la problématique, non pas effectivement en mettant un flic à l'intérieur de l'école comme j'ai pu l'entendre, mais en mettant... quelqu'un qui va faire du management, parce que être proviseur, c'est ça aussi, c'est manager des équipes administratives et enseignantes. Quelqu'un qui a une double compétence, et tant mieux. Et puis il va falloir s'y habituer, parce que des fonctionnaires qui vont faire de la mobilité, on espère bien qu'il y en aura d'autres, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on commence dans un métier de la fonction publique qu'on n'a pas le droit d'évoluer dans un autre. Donc, en l'occurrence, on a quelqu'un qui a des compétences... Comme il y aura de moins en moins de fonctionnaires, en plus, ça va être pratique, parce qu'on va pouvoir encore faire baisser le nombre de fonctionnaires dans ce pays, nombre de fonctionnaires police, nombre de fonctionnaires dans les écoles. Allez-y, terminez votre phrase, s'il vous plaît. C'est la politique que vous menez. Il ne faut pas décloisonner. Comme tout le monde dans la vie, je pense qu'on a tous eu plein de vies dans notre vie, et notamment au niveau professionnel. Et là, on a quelqu'un qui a voulu mettre en pratique ses compétences d'organisation et de management au service de l'éducation nationale. Et bien, tant mieux. Et qu'il fasse son travail. Et j'espère vraiment que les enseignants, en le rencontrant, et en parlant avec lui, et les parents d'élèves aussi, pourront être rassurés sur son rôle dans l'école. 30 secondes, Edwige Diaz, au final, vous applaudissez ou pas cette nomination? C'est surtout que c'est un aveu d'échec, parce que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a du travail en amont qui n'a pas été fait. Il y a un laxisme qui a été encouragé, il y a un ensauvagement de la société qui se propage, et aujourd'hui on aboutit à quoi? À une haine anti-flic. Mais pourquoi, s'il a étudié pendant 2 ans cet ex-gendarme, il a tout à fait le droit d'être... Mais oui, bien sûr qu'il a tout à fait le droit.
Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi ça scandalise autant de personnes, mais surtout ça les scandalise parce qu'ils ne voient peut-être pas ce qui a été fait en amont, je le répète, laxisme envers les délinquants, manque de soutien au niveau des professeurs et de leur hiérarchie, ensauvagement de la société. Les peurs et les haines. Ouais, non, mais c'est madame, exactement ce que vous nous proposez. On agite absolument pas. On fait des constats, on dit la vérité aux Français. On dit la vérité aux Français. Et des bêtises, mais en tout cas, là, on a une véritable réponse. C'est très bien, continuer de dégringoler dans les sondages, c'est parfait. Pierre Jouvet. Mais ce débat est absolument caricatural. Excusez-moi, je vous le dis, on parle de ce monsieur qui a fait une formation qu'on jette à la vindicte populaire. On a le Front National qui agite ses peurs habituelles. La réalité, c'est aujourd'hui, la sécurité dans ce pays, et ça, Gérard Collomb d'ailleurs l'a dit, doit être renforcée dans un certain nombre de quartiers. Il faut renforcer le nombre de recrutements de postes de fonctionnaires dans la police, dans la gendarmerie, donner des moyens dédiés spécifiques à l'école. Non, vous supprimez des postes à l'école, madame. Vous supprimez 2600 postes dans l'éducation nationale, dans les lycées. Donc aujourd'hui, il ne faut pas juste faire des paillettes. Aujourd'hui, il faut de l'ordre. Aujourd'hui, les services publics sont en recul et c'est par la politique que vous menez. Donc il y a un moment, c'est exactement comme sur l'essence. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, on veut donner une bonne conscience aux Français et après les taxer et les faire payer plus. On veut qu'il y ait plus de sécurité et supprimer des postes de fonctionnaires. Vous l'avez dit vous-même, c'est un lycée qui a 84% de réussite au bac. Les profs, ils sont là, ils sont en nombre suffisant. Et ils sont bien. Je ne crois pas que ce soit ce que disent les profs, justement. Les profs disent qu'il manque de profs. Non, les profs ont demandé des moyens d'encadrement. Ce qui est sûr, c'est que les profs vont renouveler leur journée de grève. Ils l'ont fait aujourd'hui, ils le feront encore demain. Les profs qui ne sont pas contents, donc forcément, il doit y avoir un problème. J'espère que le dialogue va permettre on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Sandra Bottin, merci à vous, Edwige Diaz, et merci à vous. Mon cher Pierre Jouvet, vous ne bougez pas tout de suite. Eh bien, c'est les voix de l'info, c'est pas Exxon Mabrouk, mais c'est aujourd'hui avec Damien Fleureau. Vous ne bougez pas. À tout de suite.